Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur l'auto-immunité. Donc, on sait très bien que le système immunitaire, c'est le système de défense qui défend l'organisme contre toute agression, que ce soit une agression endogène ou une agression exogène. Les agressions endogènes, comme le cas des tumeurs, les agressions exogènes, comme le cas des agents pathogènes. Et que le système immunitaire doit distinguer le soi du non-soi pour qu'il puisse défendre le soi ou l'organisme contre les agresseurs. Et que le système immunitaire aussi, c'est un système qui constitue des éléments hémo et cellulaires. Il y a certains éléments qui jouent un rôle important dans la défense non spécifique, c'est la réponse immunitaire innée. Mais les éléments de la réponse immunitaire spécifique ou la réponse immunitaire adaptative donc, sont constitués des éléments ayant des récepteurs reconnaissant d'une façon spécifique donc, l'antigène. Les effecteurs ou les récepteurs spécifiques, ce sont les TCR, c'est les récepteurs de lymphocyte T, et les BCR, c'est les récepteurs de lymphocyte B, et les BCA qui vont donner après les immunoglobulines ou les anticorps. Et que ces récepteurs de la réponse immunitaire adaptative sont produits par un phénomène qui s'appelle le phénomène du réarrangement. Le réarrangement, ça veut dire la combinaison des gènes qui codent pour les parties variables. Et que le réarrangement se fait d'une façon aléatoire, d'une manière aléatoire. Donc, quand on aura la production des effecteurs, il y aura des effecteurs qui sont spécifiques pour les agents exogènes ou les antigènes exogènes. Comme on sait, on aura des effecteurs qui peuvent reconnaître les antigènes du soi ou les effecteurs autoréactifs. Donc, la présence de ces effecteurs autoréactifs qui a mené Ehrlich de faire une hypothèse, c'est ce qu'on appelle la notion de horror autotoxicus. C'est la notion que le système immunitaire peut reconnaître donc le soi, peut réagir contre les constituants de soi, et cette notion qui a poussé plusieurs chercheurs de comprendre donc les mécanismes qui permettent de tolérer le soi, le soi, et dans quelle situation que le système immunitaire peut développer des réponses immunitaires contre le soi. Ça d'un côté. De l'autre côté, comme on a des maladies auto-immunes, et les chercheurs, les spécialistes, donc voilà, pour traiter les malades, doivent explorer ces maladies auto-immunes. Et les effecteurs auto-humains les plus accessibles, ce sont les autoanticorps. C'est la recherche des autoanticorps dans les maladies auto-immunes. Au début, on a cru que les autoanticorps ne se retrouvent que chez les malades ayant des maladies auto-immunes. Avec le temps, donc en cherchant dans les études comparatives entre les malades et les sujets sains, on a remarqué que aussi les sujets sains possèdent des auto-anticorps. Par exemple, donc dans le cas par exemple des conjonctivites, on considère que le taux des auto-anticorps antinucléaires est significatif quand on a une dilution à 80e. Mais si on trouve une dilution à 20e, donc ce taux d'auto-anticorps n'est pas significatif. Donc ce taux rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'auto-immunité physiologique. On a cette notion maintenant que chez les sujets normaux, on a des auto-anticorps, on a des effecteurs autoréactifs, et que ces effecteurs autoréactifs jouent un rôle dans l'homéostasie, dans l'équilibre de l'organisme, et que cette auto-immunité physiologique, elle est bien contrôlée, elle est contrôlée par les mécanismes de la tolérance
immunitaire. Mais dans certaines situations qui vont permettre donc de perdre ce contrôle ou cette tolérance donc immune ou ce contrôle de l'auto-immunité physiologique, donc si on perd cette tolérance ou ce contrôle, on aura le développement des maladies auto-immunes ou là on parle de l'auto-immunité physiologique. On a une auto-immunité, on parle de l'auto-immunité pathologique. On a l'auto-immunité physiologique qui est responsable donc d'avoir un état d'équilibre, donc jouer un rôle dans l'homéostasie. Mais quand cette auto-immunité physiologique elle est perturbée, donc on passe à une auto-immunité pathologique. Donc, si on parle de l'auto-immunité pathologique, on parle de la rupture de la tolérance. Quand on a une rupture de la tolérance, ça veut dire donc on perd le contrôle sur l'auto-immunité physiologique qui va se transformer en auto-immunité pathologique. Évoquons la tolérance immunitaire, comment peut-on la définir? Donc la tolérance immunitaire, c'est un état de non-réponse du système immunitaire vis-à-vis un antigène spécifique que le système immunitaire avait un contact préalable avec cet antigène. Donc, c'est-à-dire, si on a le premier contact avec le système immunitaire, il n'y aura pas de réponse, là, on ne parle pas d'une tolérance immunitaire. La tolérance immunitaire exige que le système immunitaire ait un contact avec l'antigène avant. Donc, un contact préalable. La tolérance immunitaire, donc, elle est développée en général vis-à-vis les antigènes du soi. Donc, le système immunitaire doit tolérer les constituts de soi. Il n'a pas le droit de développer des effecteurs immunitaires contre les ondes du soi pour éviter les maladies auto-immunes. Donc l'objectif de tolérer le soi, c'est-à-dire on ne va pas développer une réponse immunitaire contre le soi. Voilà, l'objectif, c'est de ne pas développer une maladie auto-immune. Comme aussi, cette tolérance immunitaire, elle est aussi donc, développée vis-à-vis les antigènes exogènes. Parce que le système immunitaire n'a pas le droit de développer des réponses immunitaires contre tout ce qui est étranger. On n'a pas le droit, l'État n'a pas le droit d'arrêter d'importer de tout ce qui est étranger. Parce que l'organisme ou l'État a besoin des éléments donc, voilà, qui sont indispensables pour son développement. Donc l'État, elle ne peut pas interdire l'importation, par exemple, des véhicules, l'importation d'alimentation ou de médicaments, parce qu'on ne peut pas développer un État donc, sans ces éléments qui sont indispensables. Pareil, le système immunitaire n'a pas le droit de limiter ou de bloquer tout ce qui est étranger. Il doit tolérer les éléments qui sont indispensables pour le développement de l'organisme, comme l'alimentation, comme des médicaments, comme de l'oxygène, comme de l'eau, comme par exemple les bactéries commensales. Donc, on doit développer une tolérance vis-à-vis des antigènes exogènes. Pourquoi? Parce que le système immunitaire en a besoin. Pour les mécanismes de tolérance, on a deux types de mécanismes de tolérance. On a ce qu'on appelle les mécanismes centraux et on a les mécanismes périphériques. Donc les mécanismes centraux, c'est les mécanismes qui se développent ou se déroulent au niveau des organes lymphoïdes primaires, donc au niveau des thymus et au niveau de la moelle osseuse. Thymus pour la lymphocyte T, la moelle osseuse pour la lymphocyte B. Et on a des mécanismes périphériques, c'est-à-dire en dehors des organes lymphoïdes centraux. On commence par les mécanismes de tolérance centraux, c'est-à-dire au niveau des thymus et au niveau de la moelle osseuse. On va commencer par le thymus et là on parle de lymphopoïésie. C'est au cours de la formation des lymphocytes T, il y aura des mécanismes de tolérance. Donc on sait très bien que le progéniteur de lymphocyte T ou de thymocyte provient de la moelle osseuse.
Donc, il arrive au niveau de la jonction corticomodulaire, il va passer dans la zone corticale, donc il va passer par plusieurs stades, donc voilà, jusqu'au stade doublement, il y a doublement négatif. Pour le doublement négatif, on a plus Z, doublement négatif 1, 2, 3, 4, et après on aura le doublement positif. Au stade doublement positif, ça veut dire quoi? Il est caractérisé ce stade par l'expression du TCR, c'est-à-dire le récepteur reconnaissant l'antigène d'une façon spécifique, l'expression de la molécule CD4 et l'expression de la molécule CD8. Là, ce qu'on appelle le stade doublement positif. Au stade doublement positif, c'est toujours on est au niveau de la zone corticale, les thymocytes vont subir une sélection. Cette sélection s'appelle la sélection positive. Ça veut dire quoi la sélection positive? À ce stade, les cellules épithéliales thymiques et les cellules stromatiques d'autres cellules vont présenter donc les molécules d'HLA, et surtout les cellules épithéliales thymiques, donc voilà, vont présenter l'HLA avec un petit molécule voilà, donc, qui est invariable. L'essentiel que donc, il y aura le contact des thymocytes via le TCR et les cellules épithéliales thymiques donc, qui présentent les molécules d'HLA. Les lymphocytes ou les thymocytes qui arrivent à établir un contact adéquat avec les molécules d'HLA, donc on va y laisser passer. Les autres vont mourir. Donc, et la majorité des thymocytes meurent au niveau de la zone corticale. Les thymocytes qui arrivent à établir un contact adéquat avec les molécules d'HLA sont sélectionnés positivement. Donc, ça veut dire il y a ces thymocytes qui vont poursuivre leur formation ou leur maturation. Cette sélection positive, ça veut dire positive parce que donc, ces cellules ont acquis ce qu'on appelle la restriction moléculaire d'HLA. Donc, les lymphocytes exigent que l'antigène soit présenté par les molécules d'HLA du soi. Et ça, c'est un mécanisme de tolérance qui est important. Parce que, et c'est comme ça que les thymocytes, ils seront, qui vont tolérer, en parenthèse aussi, les conseils de soi. C'est par exemple le cas de greffe, la greffrina par exemple, ou la moelle, ou voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que les tissus soient compatibles. On cherche que les molécules d'HLA soient identiques. Quand ils sont identiques, donc on aura une tolérance. Là, on parle de l'histocompatibilité. La compatibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme va accepter le transplant. Donc, accepter, c'est une tolérance. Donc, parmi les mécanismes de tolérance, donc cette sélection positive qui est importante pour la tolérance. 1. 2. Ces cellules qui sont sélectionnés positivement, ces thymocytes qui sont sélectionnés positivement, qui ont acquis donc cette restriction aux molécules d'HLA, donc ils vont perdre soit la molécule CD4, soit la molécule CD8, et vont passer au stade simplement positif. Et quand ils passent au stade simplement positif, ils vont quitter la zone corticale et ils vont gagner la zone médulaire. Au niveau de la zone médulaire, les TEC médulaires, les cellules épithéliales thymiques médulaires, donc, ont une caractéristique, c'est qu'ils vont présenter l'antigène du soi aux thymocytes au niveau de la zone médulaire. Les lymphocytes ou les thymocytes qui reconnaissent les antigènes présentés au niveau de la zone médulaire et qui établissent un contact fort, donc avec les antigènes du soi, donc ces thymocytes seront éliminés, ils seront détruits, et là on parle de la délétion clonale, c'est la destruction des clones qui reconnaissent les antigènes du soi. Avant, on a pensé que les cellules qui sont sélectionnées, il n'y a que les cellules spécifiques pour les antigènes qui sont exprimés au niveau de la zone médulaire, sachant que donc, chaque organe exprime des molécules spécifiques. Une caractéristique qui est spécifique pour les TEC médulaires,
c'est que les tecs médulaires possèdent des facteurs de transcription comme la protéine R, comme la protéine FEZF2. Donc, ce sont des facteurs de transcription qui permettent d'exprimer n'importe quel gène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel gène spécifique, n'importe quelle molécule spécifique pour tel organe, elle sera exprimée par les tecs médulaires. Exemple, on sait très bien que l'insuline est produite par le pancréas. Les tecs médulaires produisent l'insuline. On sait très bien que la thyroglobuline est produite par les cellules thyroïdiennes. Donc, les tecs médulaires produisent la thyroglobuline. Donc, vous voyez, donc, n'importe quelle molécule de soi, n'importe quelle protéine de l'organisme pourrait être exprimée par les tecs médulaires suite à la présence des facteurs de transcription comme la protéine R, comme la protéine FEZF2. Donc, et là, on va donner donc les chances de rencontre entre les antigènes du soi et les thymocytes, ce qui permet l'élimination de la majorité des clones autoréactifs par la délétion clonale. Les cellules qui n'établissent aucun contact avec les tecs médulaires, avec les antigènes du soi présentés par les tecs médulaires, donc vont quitter le thymus et vont gagner donc la périphérie. Donc là, et ces cellules qui sont responsables de développer les réponses immunitaires contre les agressions exogènes. Ça nous reste une autre chose. On a des thymocytes qui reconnaissent d'une façon spécifique des autoantigènes. Mais ce contact entre les thymocytes, le TCA du thymocyte, et l'antigène du soi présenté par les tecs médulaires, ou même des fois, on a aussi les cellules dendritiques dans la zone médulaire, et que ce contact, oui, il est spécifique. Il y a un contact, mais ce contact, il n'est pas fort. Pour que la cellule ait un signal de mort, il faut qu'il y ait un contact, donc une liaison très forte, un contact très fort entre le TCA et les antigènes du soi. Mais dans ce cas-là, il y a un contact, mais ce contact est insuffisant pour induire la mort de la cellule. Là, on parlait avant de l'énergie, c'est-à-dire que les cellules vont devenir des cellules énergiques. Et quand on parle maintenant de ces cellules énergiques, donc ce sont les cellules donc des lymphocytes T qui vont quitter la moelle osseuse et qui jouent un rôle dans la tolérance. Pourquoi? Parce que ce sont des cellules qui reconnaissent le soi. Ce contact, il est faible. Donc, et le fait qu'il y ait un contact, il y aura un changement donc, au niveau du phénotype de ces cellules, et que ces cellules vont quitter le thymus, donc ils vont gagner la périphérie, et qui vont exercer un rôle dans la tolérance. Donc, les T régulateurs naturels, ce sont des lymphocytes T, quand ils sortent de thymus, sortent avec des caractéristiques suivantes. 1. Ce sont des CD4, ce sont des lymphocytes T alpha CD4 en général. 2. Donc, ce sont des cellules qui expriment le CD25, parce que le CD25, pour les autres cellules, n'est exprimé qu'après leur activation. Ce n'est pas le cas pour les T régulateurs. Les T régulateurs, avant leur activation, donc expriment la molécule CD25. 3. Les T régulateurs naturels expriment un facteur de transcription qui s'appelle la protéine FOXP3. La protéine FOXP3 et la protéine FOXP3 qui donne ces caractéristiques donc à ces cellules de la fonction régulatrice. C'est pour cela que ces cellules jouent un rôle dans la régulation. Et quand on parle pour l'immunologie de la régulation, c'est l'immunosuppression. Donc, les mécanismes 1. La tolérance, mécanisme de tolérance, la première centrale, c'est la sélection positive, c'est l'acquisition de la résistance moléculaire de chaleur. 2. La sélection négative, c'est la délétion clonale, donc des clones autoréactifs qui établissent un contact très fort donc, avec les antigènes du soi. 3. La génération ou la production des lymphocytes T régulateurs naturels.
Ça concerne les lymphocytes ou la tolérance au niveau de thymus. Et on a la tolérance au niveau médulaire. Donc, ça concerne donc, la lymphopoïèse B. La lymphopoïèse B. Donc, on sait très bien que les lymphocytes B sont formés au niveau de la moelle osseuse et que les lymphocytes B passent par plusieurs stades, les pro-B, les pré-B, les B immatures, après les B matures. Donc, les B matures, c'est-à-dire la formation ou la maturation du lymphocyte B ne s'achève qu'au niveau de la rate. Donc, les B immatures, donc les stades de progéniteur jusqu'au stade B immature se déroulent au niveau de la moelle osseuse. Après, une fois qu'on aura les B immatures, c'est les B immatures qui vont quitter la moelle osseuse et qui vont regagner donc la rate pour terminer la formation. D'accord. Donc, c'est au stade de B immature qu'on aura l'expression de BCR. Le BCR, c'est le récepteur spécifique qui reconnaît l'antigène. D'accord. Donc, et au niveau de la moelle osseuse, au stade B immature, donc ces récepteurs vont rencontrer des antigènes du soin au niveau médulaire, au niveau de la zone médulaire. C'est au niveau de la zone médulaire, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de la zone médulaire. Donc, il y aura un contact entre les BCR et les antigènes du soin. Les BCR qui établissent un contact fort avec les antigènes du soin, ils seront éliminés par la délation clonale. Il y a un autre phénomène. Donc, des fois, on aura des lymphocytes B autoréactifs. Et ces lymphocytes B autoréactifs, donc, on peut les récupérer. Mais comment? Comme le BCR il est formé d'une chaîne lourde mu et la chaîne légère kappa ou lambda. Donc, on va donner une autre chance. On garde les chaînes lourdes et on va réarranger d'autres chaînes légères. Là, on parle de récepteur editing ou la modification de récepteur. Donc, on a la chaîne lourde, on va la garder. On va réarranger un autre, on donne la chance à d'autres gènes de la chaîne légère pour qu'ils soient réarrangés et la formation de d'autres chaînes légères. Si on a une nouvelle chaîne légère, on génère la chaîne légère avec la chaîne lourde, donne un autre récepteur et que ce récepteur ne va pas reconnaître l'antigène du soin. La moelle osseuse n'est pas comme le thymus. Donc, le thymus, on a dit qu'au niveau du thymus, dans la zone médulaire, les tecs médulaires produisent n'importe quelle protéine du soin. Ce n'est pas le cas pour la moelle osseuse. Et c'est à cause de ça que les lymphocytes B ne peuvent achever leur formation qu'après avoir gagné la rate. Pourquoi? Pour donner des chances à ces lymphocytes B de rencontrer d'autres antigènes au niveau splénique pour éliminer le maximum des cellules autoréactives. On peut avoir aussi donc, les lymphocytes B autoréactifs si il y a un contact très faible avec certains antigènes. Ces lymphocytes B donc, peuvent subir une énergie et qui peuvent aussi former ou produire les lymphocytes B régulateurs. On a les B régulateurs naturels. Comme on a les T régulateurs naturels, on a aussi des B régulateurs naturels. Ça, les mécanismes de tolérance sont trop. On a les mécanismes de tolérance périphériques. Au niveau périphérique, donc c'est au niveau des tissus, au niveau des organes secondaires, on a plusieurs mécanismes de tolérance. Parmi les mécanismes de tolérance, on parle de l'énergie. Ça veut dire quoi? L'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un contact entre l'antigène et lymphocyte T, ou même lymphocyte B, mais il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Dans les situations normales, dans le cas d'activation, pour activer un lymphocyte T, il nous faut deux signaux d'activation. Le premier signal provient du contact TCR-antigène HLA. Le deuxième signal provient du contact entre les molécules de costimulation, CD28, les CD80, CD86. Quand on a les deux signaux, il y aura l'activation de lymphocyte T. Lymphocyte T va libérer l'interleukine 2. L'interleukine 2, il va agir sur le même lymphocyte T pour qu'il y ait une prolifération, pour qu'on puisse développer une réponse immunitaire.
Mais si on a par exemple une réduction, on n'a pas une expression d'une quantité importante, par exemple, des molécules de costimulation, même si l'antigène il est reconnu par le TCA, c'est-à-dire l'lymphocyte T va reconnaître l'antigène, il y a une reconnaissance spécifique. Mais on n'a pas le signal, le deuxième signal, donc il n'y a pas de contact entre le CD28 de lymphocyte T et les CD80, CD86 qui devraient être exprimés par les CPA. Donc si on a l'absence du deuxième signal, donc la cellule va subir ce qu'on appelle une énergie, elle n'aura pas la possibilité d'être activée ou réactivée, donc en contactant, quand elle se trouve en contact avec l'antigène. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, donc on a ce qu'on appelle les antigènes privilégiés, les tissus privilégiés. Donc, il y a des endroits, il y a certains tissus où il y a soit des barrières anatomiques, soit il y a la libération des médiateurs, qui intervient dans la tolérance, et surtout les médiateurs, donc solubles, par exemple TGV-tal, il y a le 10, donc voilà, donc donc on a les prostaglandines en 2, donc on a des molécules qui interviennent dans la tolérance, ou des molécules qui sont exprimées sur l'embrase cytoplasmique, qui aussi jouent un rôle dans la tolérance. Je vous donne le cas au niveau de l'œil. Donc, l'œil, c'est un organe immunologiquement privilégié. Donc, on ne peut pas développer une réponse immunitaire contre les antigènes oculaires. Pourquoi ? Parce que les lymphocytes T sont interdits d'accéder au niveau de l'œil, dans les champs antérieurs de l'œil. Ou même, il y a la libération des molécules ou l'expression des molécules qui interviennent dans la tolérance. Il y a une chose qu'on appelle l'ophtalmie sympathique. L'ophtalmie sympathique, c'est-à-dire si quelqu'un qui a subi un accident oculaire et que cet œil malade n'est pas enucléé, c'est-à-dire il n'est pas enlevé, il y aura la libération de l'antigène oculaire qui va activer les lymphocytes T qui coopèrent avec les lymphocytes B. Il y aura la production des anticorps anti les antigènes oculaires. Les protéines sont des protéines. Ils peuvent y accéder avec le complément. Ils peuvent se fixer sur les antigènes oculaires. Ils peuvent provoquer un endommagement, une destruction oculaire. Là, on parle de l'ophtalmie sympathique. Comme on sait, parmi les organes privilégiés, donc on a par exemple les testicules. Le système nerveux central, plus ou moins. Donc, maintenant, on sait qu'il y a un passage, mais c'est un organe aussi qui est plus ou moins privilégié par rapport aux autres organes. Parmi les mécanismes, c'est l'ignorance. C'est de l'ignorance. Donc, l'antigène, il est là, il existe l'antigène. Il y a les facteurs immunitaires aussi qui existent, mais il n'y a pas de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que l'antigène, il est produit en faible quantité. Oui, si on a une petite quantité d'antigène qui est produite, on sait très bien, pour l'immunisation, la dose, elle est importante. Et la preuve, je vous donne par exemple le cas des syndromes paranéoplasiques. Les syndromes paranéoplasiques, la tumeur fait augmenter la quantité de l'antigène. Ces antigènes du soir, parce que dans le cas du tumeur, ce sont des antigènes du soir, donc qui vont induire une réponse immunitaire contre la réponse immunitaire, protection des effecteurs immunitaires, et ces effecteurs immunitaires en général sont des anticorps qui vont se fixer sur les tissus qui expriment ces molécules et qui donnent ce qu'on appelle le syndrome paranéoplasique. Ou dans le cas, donc un tissu qui n'exprime pas les molécules d'HLA, mais pour induire une réponse immunitaire, il ne faut les molécules d'HLA. Mais si on se retrouve dans des situations inflammatoires, parce que les cytokines inflammatoires font exprimer les molécules d'HLA, l'augmentation des molécules d'HLA, il y aura une présentation, il y aura une reconnaissance, il y aura une réponse immunitaire contre ces antigènes. Donc là, ce qu'on appelle l'ignorance immunitaire. Il y a des mécanismes aussi, mécanisme qui est dû au rôle, par exemple, des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques résidentes qui se trouvent au niveau des tissus, dans les situations physiologiques, dans les situations homéostatiques,
Ce n'est pas en cas d'agression ou inflammatoire. Donc ce sont des cellules tolérogènes. Ce sont des cellules, maintenant, même s'il y a un passage des cellules, des lymphocytes T effecteurs au niveau des tissus, donc ces cellules dendritiques, donc par la libération des cytokines TGF-bêta, l'IL-10, les molécules exprimées PD-L-ligand. Donc, avec ce contact, voilà, les molécules exprimées et les molécules libérées, donc, qui vont agir sur les lymphocytes T effecteurs et qui vont provoquer une tolérance immunitaire. Parmi les mécanismes aussi, il y a les tissus, certains tissus qui produisent plus des cytokines, voilà, immunosuppressives. Donc, par exemple, le TGF-bêta, c'est une cytokine qui est produite par plusieurs organes, plusieurs tissus. Donc, si on a une expression un peu plus importante, donc le TGF-bêta a un effet immunorégulateur. Donc, au lieu, le TGF-bêta favorise la production des lymphocytes T régulateurs au lieu des lymphocytes T effecteurs. Parmi aussi les mécanismes, on l'a vu, le rôle des lymphocytes T régulateurs. Là, je parle des régulateurs naturels. Parce qu'on a deux types de régulateurs. On a les régulateurs naturels, déjà on les a vus, qui sont formés au niveau du thymus. Donc, suite à un contact avec les organes du soin, et que ces cellules, donc, ils vont gagner la périphérie, donc ils vont se retrouver au niveau des tissus, au niveau des organes lymphosecondaires, pour bloquer donc l'activation des cellules immunitaires autoréactives. Il y a les T régulateurs induits, et les T régulateurs induits sont spécifiques pour les antigènes exogènes en général. Donc, ce sont produits suite à une réaction immunitaire contre un agresseur, les T régulateurs induits. Donc, là, ce que nous concerne, les T régulateurs naturels, donc, qui peuvent agir sur toutes les cellules du système immunitaire par plusieurs mécanismes. Soit par la libération des cytokines, les T régulateurs naturels libèrent l'IL-10, TGF-bêta, l'IL-35, donc par la libération, soit par un contact, parce que les T régulateurs naturels expriment, au lieu de CD28, expriment le CTLA4. Et s'il y a le contact entre les CPA et les cellules CTLA4, CPA via CD80, CD86, les T régulateurs via CTLA4, donc ce contact, donc il va inhiber les CPA. Donc, si on inhibe, c'est-à-dire l'action sur les CPA, donc maintenant les CPA ne peuvent pas activer les lymphocytes effecteurs. Donc, soit par la libération des substances qui peuvent détruire directement, les lymphocytes T beaucoup plus effecteurs. Comme aussi, les cellules intracellulaires naturelles, je vous ai dit, expriment le CD25. Le CD25, c'est la chaîne alpha du récepteur de l'IL-2 qui forme un récepteur pour l'IL-2 de forte affinité, donc ce qui permet donc la captation de l'IL-2, et comme ça, ils vont priver les cellules effectrices ou lymphocytes effecteurs, voilà, de l'IL-2. On sait très bien que l'IL-2 joue un rôle important dans la prolifération des lymphocytes. Donc, si on n'a pas de l'IL-2, il n'y aura pas de prolifération. Donc, vous voyez, les T régulateurs peuvent exercer leur effet sur les TH1, TH2, TH17, les lymphocytes B, les lymphocytes régulateurs, les macrophages qui se trouvent sur les autres cellules. Donc, vous voyez, donc, les T régulateurs naturels donc, agissent via plusieurs mécanismes. Maintenant, on a vu les mécanismes de tolérance. Et on a dit que l'auto-immunité, c'est la rupture de tolérance. Mais pour qu'il y ait une rupture de tolérance, donc, il nous faut des facteurs étiologiques. Il y a plusieurs facteurs étiologiques qui favorisent la rupture de tolérance et le développement des maladies auto-immunes, où on aura l'auto-immunité qui est à la base de maladies auto-immunes. Comme toutes les maladies auto-immunes sont des maladies chroniques. Et toute maladie chronique donc, a deux principaux facteurs. On a les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Donc, il y a les facteurs de l'environnement et on a les facteurs génétiques. Pour les facteurs génétiques, pour les maladies auto-immunes, on a la notion familiale. Par exemple, au niveau du service, donc on reçoit, par exemple, dans la fratrie, plusieurs personnes, frères, sœurs, qui ont la même maladie cœliaque, par exemple. Ou
le premier enfant a un diabète, l'autre qui a un maladie cœliaque. Ou une personne, voilà, un enfant, voilà, qui a une pierre, donc la frangine qui a un lupus. Donc, on a la notion familiale des maladies auto-immunes. Deux, on a les modèles expérimentaux, ou même on a des modèles animaux. Donc les modèles animaux, on a par exemple le poulet obèse, donc ce sont des poulets, voilà, qui ont une anomalie au niveau des gènes et qui développent donc une hypothyroïdie, donc voilà, et c'est pour ça qu'ils sont des poulets obèses, développent une thyroïdite, thyroïdite auto-immune. Donc, on a par exemple certaines souris aussi, New Zealand Black, New Zealand White, donc le F1, donc l'hybridation entre les deux générations, donc qui développent des maladies auto-immunes. Et maintenant, donc surtout, comme on a plusieurs maladies, et pour comprendre la pathologie, on essaie de développer des modèles animaux. Donc, pour chaque maladie, on a un modèle. Par exemple, on a un modèle pour la sclérose en plaques, un modèle animal sclérose en plaques, un modèle animal, je ne sais pas, pour le lupus, un modèle animal pour la thyroïdite. Donc, on a des modèles, animaux. Et maintenant, ces modèles animaux sont développés suite à une manipulation des gènes de ces animaux au niveau de laboratoire. Et aussi, on a des facteurs, parmi les facteurs aussi génétiques, on a les gènes d'Achala. On a cette notion de l'association entre les maladies auto-immunes et les molécules ou les allèles d'Achala. Je vous donne un exemple. Pour, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, on a une association entre la PR et l'allèle DR1, DR4. Vous prenez le cas, par exemple, de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, elle est associée avec le DQ2, DQ8. Donc, maintenant, le DQ2, DQ8 a remplacé le paramètre, l'analyse, ou voilà, donc la recherche de polymorphisme en DQ2, DQ8 a remplacé maintenant la biopsie. Si par exemple le malade il a des signes cliniques, voilà, de la sclérose en plaques, et que le malade il a, donc on l'a recherché, donc les anticorps anti-transglutaminase, anti-endomysium et qui sont positifs, on va faire donc le typage HLA, et si on trouve que le malade a le DQ2 ou le DQ2, DQ8, et même des fois un peu de DQ8, donc on confirme la maladie. Et maintenant, si quelqu'un, par exemple, dans la famille, les malades, par exemple, dans la famille, donc on a des malades qui ont de la maladie cœliaque et qui ont le DQ2, DQ8, on fait le typage chez la fratrie, et voilà, donc les personnes qui ont le DQ2 ou DQ2, DQ8, il faut qu'ils soient bien surveillés parce qu'ils ont un grand risque de développer voilà, une maladie cœliaque. Donc, il y a cette notion de l'association entre les molécules d'HLA et les maladies auto-immunes. En plus, on a d'autres gènes qui sont impliqués dans le développement des maladies auto-immunes, et les gènes qui sont impliqués dans, par exemple, la tolérance, le CTLA4, si on a des mutations de CTLA4, donc ça favorise, parce que CTLA4 joue un rôle dans la régulation. Si on a, par exemple, le déficit en protéine R donne un syndrome, une maladie qui est caractérisée par le développement des maladies auto-immunes. Donc, si on n'a pas la protéine FOXP3, on n'aura pas de T régulateur naturel. Donc, si on n'a pas les T règles naturelles, on favorise le développement des maladies auto-immunes. Si on n'a pas la protéine FAS, parce que toutes les cellules d'organisme expriment le FAS, donc si on n'a pas de FAS, donc les malades ayant un déficit en protéine FAS ou le CD95, et voilà, ils souffrent des manifestations auto-immunes avec des manifestations lymphoprolifératives. Par exemple, si on a un déficit en complément, le C1Q, parce que le C1Q, le C4,
le C2, C1S, C1R. Donc, ce sont des molécules. Voilà, donc quand on a des déficits en ces protéines de la voie classique, parce que le complément joue un rôle important dans l'élimination des corps apoptotiques. Donc, les personnes ayant un déficit donc en protéines de la voie classique de complément, donc ils sont susceptibles de développer des maladies lipiques ou lupus-like. Ça concerne les facteurs génétiques. Concernant les facteurs de l'environnement, donc parmi les facteurs les plus importants, c'est les agents pathogènes. Donc maintenant, on a une association entre les infections bactériennes et les infections virales, plusieurs types d'infections virales, plusieurs types d'infections bactériennes et les maladies auto-immunes. Et les agents pathogènes donc, agissent via plusieurs mécanismes. Donc, les mécanismes, le mimétisme moléculaire, le mécanisme libération des antigènes qui activent d'une façon polyclonale, les mécanismes de spreading antigène, bystander activation. Donc, il y a ce qu'on appelle le mécanisme déjà reconnu. Donc, on a plusieurs mécanismes. Voilà. De développement de rupture de tolérance au développement de maladies auto-immunes suite à des infections par des agents pathogènes et surtout les virus et les bactéries. Comment c'est les facteurs de l'environnement, les médicaments? Donc on a maintenant, il y a des maladies, ou ce qu'on appelle les maladies, le lupus induit. Les zoniazides par exemple, les antituberculeux peuvent induire le développement d'une maladie lupique chez les malades qui sont sous traitement. Heureusement que la pathologie va disparaître quand on arrête le traitement. Le cas par exemple de le méthyldopa et l'anémie. L'anémie, ce qu'on appelle l'anémie immunoallergique. Donc, des fois, le médicament, il est responsable d'induire le développement de maladies auto-immunes. Les radiations, les ultraviolets par exemple. Donc, par exemple, les malades ayant un lupus, donc, sont caractérisés par une photosensibilité. Ça veut dire quoi, photosensibilité? Ça veut dire que quand ces personnes-là sont exposées au soleil, donc ils développent beaucoup plus ou davantage des lésions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du soleil? Donc le soleil, et dans les rayons du soleil, on a les ultraviolets. Les ultraviolets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont induire des cassures au niveau de l'ADN. Et que ces malades, les maladies lipiques, sont caractérisés par donc, une apoptose excessive. Donc, ça veut dire que les ultraviolets augmentent les cassures de l'ADN, cassure de l'ADN, induction de l'apoptose, l'augmentation des corps apoptotiques. Donc, et maintenant, quand on a les corps apoptotiques, il y a les corps sont rompus, libération des ondes du soir, donc il y aura le développement des maladies auto-immunes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs facteurs exogènes qui peuvent jouer un rôle dans le développement des maladies auto-immunes. Et aussi, il ne faut pas oublier un autre facteur qui est important aussi, les facteurs hormonaux, surtout les oestrogènes. Donc, chez les femmes, parce qu'il y a un lien très très important entre le système immunitaire et les hormones. Les hormones, c'est tous les oestrogènes. Voilà, donc il y a une relation très étroite entre les systèmes immunitaires, parce que le système immunitaire fonctionne donc, suite à des cytokines et suite aussi à des hormones, parce qu'il y a des hormones typiques. Le thymus, c'est une glande endocrine. Aussi, il y a un réseau où il y a une interaction entre les différentes hormones. Donc, et c'est pour cela que les hormones féminines jouent un rôle important dans le développement des maladies auto-immunes. Par exemple, si on prend le lupus, on a un sexe ratio de 9 femmes pour un homme. Vous prenez la PR, 4 femmes pour un homme. Vous prenez par exemple n'importe quelle maladie auto-immune, on a plus de femmes que des hommes. Plus de femmes que des hommes. Donc, d'autres pathologies, on trouve plus d'hommes que de femmes. Maintenant, on a parlé des facteurs étiologiques. Voilà, on va parler des mécanismes de la rupture de tolérance. Les mécanismes de la rupture de tolérance, on a plusieurs. Par exemple, parmi les mécanismes de la rupture de tolérance, c'est l'apparition de nouveaux antigènes ou nouveaux déterminants antigéniques ou de nouveaux épitopes.
Parmi ces mécanismes, c'est la modification post-traductionnelle. C'est-à-dire, la traduction, on a la formation de protéines. Mais des fois, on aura la modification de cette protéine. Quand la protéine, elle est modifiée, donc il y aura l'apparition des nouveaux antigènes. Comment? Soit, par exemple, il y a un changement au niveau épigénique, c'est-à-dire, il y a l'épigénétique, ce qu'on appelle la régulation. Il y a la régulation génétique. Épigénétique, ça veut dire l'ouverture de gènes pour permettre son expression. C'est par exemple, on a telle protéine, elle est dégradée par tel enzyme, et que cette enzyme, elle est hyper exprimée, donc on aura la dégradation, on aura l'apparition de nouveaux antigènes, par exemple. Par exemple, on a une infection virale ou cytobactérienne, donc on a la libération des enzymes bactériennes. Ces enzymes bactériennes peuvent dégrader ou scinder donc ces protéines, et on aura l'apparition de nouveaux épitopes. Donc, par exemple, il y a l'acétylation ou la glycosylation, donc d'une protéine, donc voilà, en plus, suite à une situation particulière, donc cette glycosylation ou cette, par exemple, acétylation peut faire apparaître des nouveaux épitopes. Donc, il y a une modification de la protéine. Soit, par exemple, on a cité le cas de l'anémie hémolytique immunoallergique, le cas du méthyldopa. Le méthyldopa, donc, il se fixe sur les protéines globulaires. Donc, quand il se fixe, il y aura l'apparition des nouveaux épitopes. Ils sont considérés comme des antigènes exogènes, molécules étrangères. Donc, l'activation du système immunitaire, protection des anticorps contre ces molécules et la destruction des cellules ou des hématocytes. Donc, ça donne une anémie. Donc, c'est la fixation d'un médicament sur une protéine. Ou des fois la fixation d'une protéine, d'une molécule d'un agent pathogène sur une cellule, sur une protéine de soi et l'apparition de nouveaux épitopes. Donc on peut avoir aussi cette éventualité. Le deuxième mécanisme, par exemple, la libération de l'antigène ou l'augmentation, par exemple, de la présentation antigénique. Vous prenez le cas d'un antigène qui est séquestré, l'antigène testiculaire. Donc, par exemple, un accident testiculaire donc fait libérer, quand le testicule est lysé, on aura la libération des antigènes testiculaires qui vont rencontrer les effecteurs immunitaires, développer des réponses immunitaires, production des anticorps. Ces anticorps vont passer dans le deuxième testicule. Donc, et là, il y aura des lésions. Le cas oculaire, pareil. Donc, ça a été remarqué chez les malades cardiaques ayant un IDM, donc le développement des anticorps anti-myocarde. Donc, dans les situations normales, il n'y a pas de contact entre les antigènes du myocarde avec le système immunitaire, mais après des lésions, on aura la libération de ces antigènes et l'activation du système immunitaire. Ou le cas, par exemple, l'augmentation d'expression. Je vous ai dit le cas, je vous ai parlé des syndromes paranéoplasiques. Dans les syndromes, dans les cancers, il y a des protéines qui sont produites à une petite dose, une petite quantité, mais quand on a une prolifération anarchique des cellules de l'organisme, il y aura l'hyperexpression de ces molécules, et ces molécules qui sont exprimées, donc ils vont activer le système immunitaire, production des effecteurs immunitaires, et on aura les syndromes des maladies auto-immunes, comme les syndromes paranéoplasiques, parce qu'ils ressemblent les syndromes paranéoplasiques à une maladie auto-immune. Le cas, par exemple, l'expression des molécules d'HLA aussi. C'est par exemple, au niveau d'un tissu, on a une petite expression des molécules d'HLA, donc on a moins de présentation antigénique, mais suite à une agression, le développement des réactions inflammatoires, les médiateurs inflammatoires, les cytokines, l'interleukine 1, l'interféron gamma, font augmenter l'expression des molécules d'HLA, présentation d'antigènes, on aura une destruction. Parmi aussi les mécanismes, on a ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Mimétisme moléculaire, je vous ai donné l'exemple du RA. Le RA, donc, il est caractérisé par une atteinte cardiaque, une atteinte articulaire suite à une infection par les streptocoques. Quelle est la relation entre la bactérie et le cœur et les articulations? Donc, je vous ai dit au début qu'il y a la tolérance centrale, donc les mécanismes centraux pour les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et vous avez vu que la sélection négative ou l'élimination de clones autoréactifs, donc des lymphocytes T,
sont beaucoup plus importantes que l'élimination des clones autoréactifs des lymphocytes B. Parce que la sélection négative des lymphocytes T, elle est rigoureuse. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T, c'est l'état-major, c'est les cellules principales de la réponse immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trouve dans la circulation, au niveau périphérique, des clones B autoréactifs. Mais ces clones B autoréactifs ne réagissent pas contre les antigènes du soir. Pourquoi? Ils ont besoin de l'aide des lymphocytes T. D'accord. Donc, mais quand on a une infection par un agent pathogène, comme le cas de streptocoque, la streptolysine O. La streptolysine O, donc, a une partie, la partie qui est reconnue par les lymphocytes B, elle est la même, cette partie-là moléculaire, ces épitopes sont les mêmes qui se retrouvent au niveau des antigènes valvulaires et les antigènes synoviaux. Et la deuxième partie, elle est reconnue par les lymphocytes T, mais cette partie reconnue par les lymphocytes T, elle ne se trouve pas au niveau des antigènes synoviaux ou les antigènes valvulaires. Donc, l'antigène bactérien, il apporte, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté les épitopes qui seront reconnus par les lymphocytes T, ce qui permet l'activation des lymphocytes T. Donc maintenant, on a l'activation des lymphocytes T qui coopère avec les lymphocytes B pour produire des anticorps contre l'antigène bactérien. Et comme l'antigène bactérien, la partie qui est reconnue par les lymphocytes B, cette partie-là, elle est la même qui se retrouve au niveau des protéines synoviales et les protéines valvulaires. Donc, ces anticorps, quand ils sont produits, ils ne font pas la distinction entre l'antigène du soir et l'antigène de la bactérie. Et c'est pour cela, donc, on aura une destruction articulaire et on a une destruction valvulaire. Donc, le rhumatisme articulaire aigu est caractérisé par une atteinte cardiaque, une atteinte articulaire, suite à quoi? Suite au mimétisme antigénique. Il y a une autre chose, ça on le voit aussi pour les infections beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle les contagions épitopiques. Donc, vous avez un antigène, ça au début a été remarqué pour le même antigène, parce que l'antigène il est formé de plusieurs épitopes. Donc, il y a par exemple une réaction immunitaire contre un épitope. Mais comme on a deux épitopes de la même molécule, du même antigène qui est crypté, qui est caché, il y aura, voilà, une modification. Donc, cette réponse immunitaire contre le premier épitope permet aussi le développement des réponses immunitaires contre le deuxième épitope, troisième, et ainsi de suite. Après, on a remarqué qu'on peut avoir donc une réaction immunitaire contre les épitopes de la même molécule ou d'une autre molécule, c'est-à-dire intramoléculaire ou intermoléculaire. Donc, on développe une réponse immunitaire contre l'épitope de l'agent pathogène, donc ce qui permet de décrypter certains antigènes suite à une réaction immunitaire ou une réaction inflammatoire de l'autre antigène et développement de réponse auto-immune. Il y a ce qu'on appelle aussi l'activation des profiteurs, les bystander activation. Aussi, ce mécanisme a été remarqué dans le cas de la sclérose en plaques. Bystander, c'est-à-dire quand on développe une réponse immunitaire contre un antigène quelconque, mais par des mécanismes non spécifiques, libération de cytokines, DL12, DL15, DL7. Donc, on a des cytokines qui sont libérées. Il y a des molécules membranaires, un KGD2. Donc, on a des molécules membranaires qui peuvent activer les cellules. Ou soit l'activation de la cellule, soit la destruction donc des cellules innocentes. Mais l'essentiel c'est qu'il y a l'activation des cellules et que ces cellules sont responsables, soit produire des clones autoréactifs qui sont responsables, ou la destruction des cellules, donc entre les cellules cibles. Il y a aussi, on peut avoir l'activation polyclonale, donc une infection par un virus, par une bactérie, libération des antigènes, ce qu'on appelle les métogènes. Les métogènes peuvent activer les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Donc, quand on a une prolifération polyclonale, parmi les clones, on peut avoir des clones autoréactifs, donc des lymphocytes T. Parmi les clones, l'ensemble des clones qui sont proliférés, donc il y a certains clones qui reconnaissent l'antigène du soir. Donc on peut développer une maladie auto-immune. Comme aussi, parmi les mécanismes de tolérance, quand on a une altération des mécanismes de l'immunorégulation.
Si on a une anomalie qui touche les lymphocytes T régulateurs, les lymphocytes B régulateurs, si on a des anomalies qui touchent les cytokines immunosuppressives, si on a des anomalies qui touchent les molécules membranaires qui interviennent dans l'immunorégulation, donc ça va favoriser le développement des maladies auto-immunes. Donc maintenant, on a vu les mécanismes de risque de tolérance. Maintenant, quels sont les mécanismes lésionnels donc, qui sont dus au développement des effecteurs autoréactifs, que ce soit les effecteurs cellulaires, que ce soit les effecteurs humoraux. Quand je parle des effecteurs humoraux, c'est bien les anticorps. Quels sont les mécanismes lésionnels des auto-anticorps? Voilà, des auto-anticorps. Ça, c'est les auto-anticorps, c'est pas anti-anticorps. Donc ça, c'est donc je dois le les auto-anticorps. Là, il y a une erreur. Les auto-anticorps. Donc ça, c'est les auto-anticorps. Il faut enregistrer. Là, il y a une erreur. Donc les auto-anticorps, premier mécanisme, c'est l'activation de complément. Quand on a un antigène cellulaire ou membranaire ou tissulaire et on aura la formation des anticorps, ces anticorps ils vont se fixer sur ces cellules, sur ces tissus, on aura la destruction. Vous prenez le cas des neutropénies, vous prenez le cas de l'anémie, vous prenez le cas, par exemple, de l'atteinte glomérulaire, donc dans le cas, par exemple, de donc le cas de syndrome de maladie de Goodpasture. Donc quand on a un antigène membranaire ou tissulaire, donc formation des anticorps, ces anticorps ils vont se fixer sur l'antigène membranaire ou tissulaire, l'activation de complément, on aura la destruction. C'est le cas de l'hypersensibilité de type 2. Soit donc l'anticorps, quand l'anticorps il est spécifique pour un antigène soluble. Alors, bien soluble. Donc, voilà. Le complément, le cas, vous prenez le cas, par exemple, de le CHU. Le CHU, quand on a des anticorps anti-facteur H. Donc, on a, par exemple, l'anémie du Bermel. Quand on a des anticorps anti le récepteur, les facteurs intrinsèques. On peut avoir des anticorps anti n'importe quelle molécule, anti-cytokine, voilà, protéine, n'importe quelle protéine. Imaginez, voilà. Par exemple, vous prenez le cas, le facteur 8. Donc, dans le cas de maladie de facteur 8, on peut avoir des anticorps anti-facteur 8. Donc, on a des anticorps anti le C inhibiteur. Donc, quand on a des anticorps contre un facteur, une molécule soluble, donc cette molécule soluble, elle sera neutralisée. Parmi les mécanismes, quand on a des anticorps contre des récepteurs, soit des récepteurs à inception soluble, par exemple, pour un récepteur des hormones, ou un récepteur pour les cytokines, ou une autre molécule, ou par exemple contre une molécule d'adhésion, un anticorps comme le cas, par exemple, vous prenez le cas des biloses. Les biloses, donc vous prenez le pemphigus, pemphigus 8, donc on a des anticorps contre les protéines voilà, d'adhésion. Quand on a un anticorps contre la molécule d'adhésion, il y aura le détachement. Donc l'essentiel. Et que quand on a une fixation, donc on aura l'activation générale. Je vous donne le cas de la maladie de base d'eau. La maladie de base d'eau, elle est caractérisée par la production des anticorps anti le récepteur de la TSH, le récepteur de la TSH. Donc, quand l'anticorps il est fixé sur le récepteur de la TSH, il va activer les cellules thyroïdiennes. Donc, on aura l'hyperthyroïdie suite à la production des anticorps. Donc, ça, c'est un mécanisme, par exemple, quand l'auto-anticorps joue un rôle voilà, donc d'un effecteur ou d'un agoniste voilà, pour un récepteur. Donc voilà, il va activer le récepteur d'une molécule soluble ou d'autre. Ou des fois l'anticorps, quand il se fixe sur la molécule, donc on aura l'internalisation, on aura la réduction d'expression de la molécule, du récepteur. Le cas de la myasthénie. La myasthénie auto-immune. Donc, quand l'anticorps il est fixé sur le récepteur d'acétylcholine, il y aura l'internalisation et la réduction d'expression des molécules d'acétylcholine. Donc, 1, 2, dans le même cas de la myasthénie, donc quand l'anticorps il est fixé sur le récepteur d'acétylcholine, il va bloquer le récepteur. Il ne va pas laisser donc le neurotransmetteur d'agir sur son récepteur. Donc, on sait c'est un autre mécanisme donc utilisé par les anticorps, voilà,
comme un mécanisme lésionnaire, ou le cas par exemple de l'opsonisation. Donc, vous prenez le cas de la purpura thrombotrombinique idiopathique. Donc, quand on a des anticorps contre les plaquettes seront phagocytées. Donc, voilà, pourquoi? Parce que les cellules phagocytaires expriment des récepteurs pour le FC et l'anticorps est fixé sur la plaquette, ce qui permet l'élimination des plaquettes. Et aussi, comme un autre effet, c'est le rôle ou l'effet des complexes humains. Donc, il y a de certaines pathologies auto-immunes, comme le cas du lupus. Donc, il y aura la formation d'une quantité importante des complexes humains. Pourquoi? Parce qu'on a production de plusieurs types d'autanticorps, on a les auto-antigènes, donc formation des complexes humains. Ces complexes humains ne seront pas éliminés parce que la production elle est excessive. 2, donc le système d'épuration est dépassé. 3 aussi, donc des fois on a des déficits concernant les éléments qui interviennent dans l'élimination. Mais quand ces complexes humains ne sont pas éliminés, ils vont rester au niveau de la circulation, ils vont circuler, mais ils vont se déposer au niveau des zones privilégiées. Les zones privilégiées, c'est les zones de filtration et les purifications des vaisseaux. Donc, les zones de filtration, comme le cas par exemple rénal, c'est l'organe de filtration, donc on a l'inephropathie lipique, on a l'atteinte neurologique dans le lupus, donc c'est au niveau du plexus choroïde parce que c'est une zone de filtration. Dans le cas du lupus, on a de l'atteinte articulaire ou même de la PR parce que c'est une zone de filtration là où se déposent les complexes humains. Et quand le complexe humain, au niveau des vaisseaux, quand le complexe humain quand les complexes sont déposés, donc ils vont activer le complément, il est responsable de la lésion. Et aussi, on aura l'accumulation et l'attraction des polynucléaires neutrophiles pour éliminer ces complexes humains. Et quand les PN viennent phagocyter, après la phagocytose, on a l'exocytose. On aura libération du contenu des granulations qui contiennent des enzymes protéolytiques et qui sont responsables des lésions. Ça, c'est les mécanismes lésionnels, donc dus à la présence des autoanticorps. Aussi, on a des mécanismes lésionnels qui sont dus à la présence des lymphocytes T autoréactifs. Donc, les lymphocytes T autoréactifs, soit des mécanismes lésionnels sont dus aux lymphocytes T CD8+, et les CD8+, on sait très bien qu'ils jouent un rôle important dans la cytotoxicité. Le cas du diabète insulino-dépendant, le diabète de type 1, où on aura la destruction des cellules de Langerhans. C'est les lymphocytes T qui vont détruire ces cellules de Langerhans. Il n'y aura plus de production de l'insuline, ou suite aussi par la libération des cytokines inflammatoires, parce que les cytokines inflammatoires aussi perturbent et provoquent des lésions. Parce que les cytokines inflammatoires aussi sont de l'endommagement. Et aussi, on a dans des maladies auto-immunes aussi, donc on a le rôle des lymphocytes T CD4+, et les CD4+, on le voit beaucoup plus au niveau, par exemple, on prend le cas de la PR, ou le cas, par exemple, de la sclérose en plaques. Donc là, on aura le rôle le plus important des TH17, beaucoup plus. On a aussi le TH1, mais le TH17 joue un rôle très, très important dans les lésions articulaires, et aussi dans les lésions aussi, la lésion au cas de la sclérose en plaques. Donc même les CD8 interviennent dans les lésions de la sclérose en plaques aussi. Il n'y a pas que les CD4+. Donc, mais l'essentiel on a des lésions suite à libération des cytokines, recrutement des cellules immunitaires, libération des enzymes protéolytiques, les métalloprotéines, donc qui sont responsables de la destruction. Donc là, les mécanismes des lymphocytes autoréactifs, soit par la cytokine, le cas des lymphocytes CD8, aussi dans le cas des CD4. Et les CD4, les éléments les plus importants, c'est bien les TH17 et même le cas de psoriasis. Donc maintenant, le TH17, c'est une cible thérapeutique. Ou les cytokines IL-17 aussi, donc sont devenus aussi, malheureusement, que le TH17 ne produit pas que l'IL-17, produit d'autres cytokines comme l'IL-23 ou l'IL-22, donc il y en a d'autres. Mais l'essentiel que donc, les lymphocytes helper jouent un rôle important, donc lésionnel important dans certaines pathologies.
On va terminer donc avec quelques mots voilà, concernant les maladies auto-immunes. Donc on a vu l'auto-immunité, la tolérance, donc les mécanismes de tolérance, les mécanismes voilà, de rythme de tolérance, les facteurs étiologiques, les mécanismes lésionnels. Donc maintenant, c'est quoi une maladie auto-immune? Donc la maladie auto-immune, c'est une pathologie ou c'est une situation pathologique, que ce soit une situation pathologique organique, que je parle organique, c'est-à-dire qu'il y a une destruction de l'organe. Donc, une destruction tissulaire, cellulaire d'un organe voilà, qui sont détruits parce qu'il y a des lésions. Soit elle est fonctionnelle. Fonctionnelle, donc quand par exemple, on a des anticorps contre un antigène soluble. Vous prenez le cas, par exemple, de CHU secondaire. Quand on a des anticorps anti le facteur H dans le CHU atypique, donc on aura des lésions voilà, rénales, par exemple. Il y a une destruction. Donc, le cas, par exemple, on a des anticorps contre, par exemple, on a parlé de le CA inhibiteur. Quand on a des anticorps contre le CA inhibiteur, c'est le déficit, ce qu'on appelle l'œdème angioneurotique secondaire à présent des anticorps. Donc, ça donne aussi un œdème angioneurotique. Le cas de l'anémie, on a une anémie parce qu'on a un problème de facteur intrinsèque. Donc, soit un problème fonctionnel, soit un problème de la thyroïde, donc voilà, l'hyperthyroïdie. Donc, soit un problème lésionnel, soit un problème fonctionnel, donc qui sont dus, cette pathologie ou ces pathologies sont dues voilà, à la présence des effecteurs immunitaires autoréactifs. Donc, si on ne trouve pas, par exemple, dans une pathologie, la présence des effecteurs autoréactifs qui sont responsables des lésions, c'est-à-dire que je dis autoréactif, il faut trouver l'auto-antigène. Si on n'a pas l'effecteur autoréactif, on n'a pas le droit de dire que ça, c'est une maladie auto-immune. Maladie auto-immune signifie l'existence, voilà, maladie auto-immune signifie l'existence d'effecteurs autoréactifs. Donc, quand je dis autoréactif, il faut trouver la cible antigénique. Donc, on a des lymphocytes anti-tel antigène ou des lymphocytes B anti-tel antigène ou anticorps anti-tel antigène. Il faut trouver des effecteurs autoréactifs spécifiques pour l'auto-antigène. Et pour les maladies auto-immunes, on a deux types de maladies auto-immunes. On a les maladies auto-immunes spécifiques d'organes et les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un seul organe qui est touché. Donc, non spécifiques d'organes, on a plusieurs organes qui sont touchés. Mais en réalité, il n'y a pas une limite qui sépare les deux types de pathologies. Donc, c'est pour cela, maintenant, on a plus d'une centaine de maladies auto-immunes, mais ces maladies auto-immunes sont classées en éventail. Donc, voilà, entre la maladie la plus spécifique d'organes, qui est la maladie d'Hashimoto, c'est une thyroïdite, et la maladie la plus non spécifique d'organes, qui est le lupus érythémateux disséminé. Donc, voilà, ces maladies sont classées entre les deux pathologies. Pour les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, donc, sont caractérisées par la présence des effecteurs autoréactifs qui sont spécifiques pour des antigènes et que ces antigènes ne sont exprimés en général, que par l'organe cible. Donc, et là, on peut imaginer, donc n'importe quel organe peut être touché. Donc là, on a les atteintes des différentes glandes, par exemple, on a la stérilité auto-immune, on a les thyroïdites auto-immunes, on a, je sais pas, donc on a donc le diabète, on a les neuropathies, par exemple le cas de la sclérose en plaques, on a les hépatopathies, on a les dermatopathies. Donc vous imaginez, voilà, n'importe quel organe pourrait être touché, voilà, par donc le développement d'une maladie auto-immune. Mais en général, ces maladies auto-immunes, voilà, ils ne se trouvent pas voilà, isolés. Par exemple, vous trouvez par exemple une association entre deux ou trois maladies, comme le cas maintenant actuellement. Donc actuellement, voilà, quelqu'un qui a une maladie cœliaque, on cherche systématiquement donc la thyroïdite, on cherche systématiquement le diabète, on cherche systématiquement l'hépatopathie. C'est vrai, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est spécifique pour
le tract digestif, d'accord, oui, mais on a d'autres maladies spécifiques d'organes qui sont associées, comme la thyroïdite, comme aussi le diabète. Donc ça, il y a une association qui est très fréquente entre les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Un, deux, donc actuellement aussi pour certaines maladies auto-immunes, aussi spécifiques d'organes, donc on ne trouve pas uniquement la lésion de l'organe touché. Je donne le cas par exemple de la maladie cœliaque. Oui, la maladie cœliaque a été considérée pendant longtemps comme une maladie spécifique pour le type digestif. Oui, maintenant on a des signes cliniques extra digestifs comme atteinte cutanée, atteinte cérébrale, atteinte hépatique. Donc on peut avoir d'autres atteintes. C'est vrai. Donc l'organe le plus touché, oui, c'est via le type digestif. D'accord. Mais on peut avoir des manifestations, voilà, extra digestif ou extra l'organe touché, principal touché. Et on a les maladies non spécifiques d'organes. Les maladies sont caractérisées par une atteinte de plusieurs organes, soit voilà, simultanément en même temps, soit de façon successive, c'est-à-dire le développement d'une maladie auto-immune, après avec le temps, il y aura la libération d'autres antigènes, l'implication d'autres effecteurs, ainsi de suite. Donc l'essentiel, à la fin, on aura plusieurs organes qui sont touchés. Il n'y a pas qu'un seul organe qui est touché. En général, donc, ils sont caractérisés par la présence des auto-anticorps contre des antigènes ubiquitaires. Les puces, on a anti-DNA, oui, anti-noyau. Donc en général, il y a des anticorps contre les antigènes ubiquitaire, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs types d'autanticorps, plusieurs types d'effecteurs autoréactifs donc, qui sont présents et qui sont responsables de ces lésions. Et les maladies non spécifiques d'organes, en général, on a trois principaux types, donc les conjonctivites. Le chef de file, c'est le lupus, on a la PR, on a la sclérodermie, on a la polymyosite, on a de Charles. Donc, on a le syndrome sec, hein, le syndrome Sjögren-Gauguero. Et bien que actuellement, quand on parle de syndrome sec, on parle beaucoup plus d'épithélite que de conjonctivite. Ça, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les vascularites. Et principalement, surtout les vascularites à Anka. Et on a aussi la troisième catégorie, c'est le syndrome des antiphospholipides. Et pour les syndromes des antiphospholipides, on a les syndromes primaires et on a le syndrome secondaire. Donc, secondaire en général à une autre maladie auto-immune, comme le cas de lupus. Mais ce qu'on concerne beaucoup plus, c'est le syndrome antiphospholipide primaire. En tout cas, et je vous remercie. شكرا.